Merci, Monsieur le Président, chers collègues. J'ai parfois l'impression, à vous entendre, Monsieur le Président, qu'à tout problème, il y aurait une seule et unique solution, la Normandie. Un chômage de masse durable qui peine à se résorber, qui, quand diminution il y a, se traduit par un accroissement de l'intérim, donc par des emplois précaires. La solution, la Normandie. Un niveau de qualification plus bas qu'ailleurs, vous l'avez noté. Vous avez la solution, la Normandie, qui doit piloter la formation de A à Z. Le réseau ferroviaire, et particulièrement les liaisons avec la capitale, est dégradé. Vous avez la solution, la Normandie, et vous reprenez les lignes intercités, mais c'est notre réseau de TER qui va en pâtir, comme le maillage de nos territoires par les gares, par des gares de plein exercice. Nous aurons, je crois, l'occasion d'y revenir à l'occasion de l'examen de la convention TER. Nos ports décrochent dans la compétition mondiale, faute d'une véritable ambition maritime nationale et faute d'investissement. Vous avez la solution, la Normandie, et même face aux menaces qui planent sur la paix dans le monde, vous avez la solution, la Normandie. Vous aimez la Normandie, Monsieur le Président, nous aussi. Mais les choix austéritaires qui mettent à mal nos services publics, la métropolisation qui conduit à l'abandon de territoires et à ce que de plus en plus de nos concitoyens soient oubliés de la République, le libéralisme qui consiste à déposséder la puissance publique de ses leviers d'intervention au profit d'acteurs porteurs d'intérêts privés, abîment notre région. Et ils produiront les mêmes effets, qu'ils soient pilotés de Paris, de Bruxelles ou de Caen ou de Rouen, puisque c'est ici que nous sommes réunis aujourd'hui. Votre logique, je crois, risque d'accélérer le déménagement du territoire et le désengagement d'un État qui cherche déjà, et depuis bien longtemps malheureusement, à se débarrasser de ses missions jusqu'à ses missions régaliennes aujourd'hui. Vous risquez de livrer des domaines stratégiques au privé et donc à des intérêts particuliers plutôt qu'à l'intérêt général, avec des conséquences que nous connaissons tous. Les capitaux privés exigent un retour rapide sur investissement, toujours plus avide, et plus on leur fait de cadeaux, plus leur appétit s'aiguise. Leur temps n'est pas celui des investissements d'avenir, des grandes infrastructures bâties pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Nous nous réjouissons que vous contribuiez à mettre à l'ordre du jour les questions maritimes et portuaires trop longtemps ignorées et que vous appeliez à une ambition en la matière, mais les propos que vous distillez depuis quelque temps, que vous avez précisés ces derniers jours, mercredi ou jeudi et encore aujourd'hui, nous inquiètent. D'abord, si j'ai été attentive, à la fois mercredi mais aussi ce matin même, pas un mot sur les ports de Cherbourg, de Dieppe, de Fécamp ou de Ouistreham, par exemple. C'est un mauvais signal, nous semble-t-il, puisque nous avons la chance d'avoir un complexe portuaire diversifié, dont les grands ports maritimes sont évidemment les locomotives, mais auquel la totalité des ports normands doit être arrimée en travaillant à leur complémentarité. Pas un mot non plus sur la pêche. Or, vous le savez, l'inquiétude des pêcheurs est importante à l'heure actuelle, notamment en raison du Brexit, pas plus que sur les liaisons transmanche. Et je crois même que vous renoncez à un engagement de campagne qui est que la région participe au financement de la liaison transmanche Dieppe-New Haven. Ensuite, je crois qu'on ne peut pas considérer que la vitalité et le dynamisme, la croissance d'une place portuaire se jouent dans la profondeur de son hinterland, comme vous l'avez fort justement rappelé à l'instant, et donner le signe que ceux des grands ports maritimes du Havre ou de Rouen se résumeraient à la Normandie, comme vous le suggérez peut-être à votre corps défendant en réclamant que la région en soit le principal pilote. Je veux ici alerter sur le niveau d'investissement à engager dans les ports du Havre et de Rouen pour qu'ils puissent d'ores et déjà accueillir davantage de trafic. Des acteurs portuaires ce matin dans la presse évaluent à 2 milliards d'euros, rien que pour le port du Havre, ces investissements. C'est donc d'ores et déjà de très lourds investissements à engager et c'est encore plus vrai dans la perspective d'une mise en service du canal grand gabarit Seine-Nord qui peut s'avérer mortelle si les investissements conséquents, je ne les énumère pas ici, chacun les connaît, ne sont pas rapidement engagés et financés. L'État doit s'y engager fortement. Ces ports sont d'intérêt national et leur avenir, leur essor bénéficiera à toute la France. Ce n'est pas le cas actuellement, et sur ce point, nous pouvons vous rejoindre, puisque, par exemple,
le taux de couverture des dépenses de dragage qui sont de la responsabilité de l'État et qui sont, je dirais, le minimum technique en ce qui concerne l'accès nautique, ce taux de couverture a par exemple oscillé entre 30% au Havre et 51% à Rouen en moyenne pour les années 2013-2015. C'est dire si nous mesurons combien l'État a été défaillant, tout gouvernement confondu, comme vous l'avez vous-même indiqué. Mais comme dans bien des domaines, l'argument de l'État défaillant conduit à accélérer la privatisation. Elle est déjà bien engagée dans nos ports, vous avez l'air de l'ignorer, sans qu'on ait pu constater une quelconque amélioration. Je pourrais développer, mais je ne le ferai pas, l'exemple du terminal multimodal du Havre, qui est quand même un cas d'école qui vaccine contre toute tentation de faire un trait d'égalité entre privé et efficacité. C'est pourtant la porte que vous avez ouverte en grand lors de votre discours mercredi et aujourd'hui encore. Un autre secteur, lui aussi partie prenante et partie intégrante même de l'économie de la mer, dont il sera question demain au Havre, vous l'avez rappelé, montre que nous avons besoin de reconquérir un État qui ne s'en remet pas au seul marché, notamment pour développer de nouvelles filières, et je pense à la filière des énergies marines renouvelables, puisque ce secteur connaît aujourd'hui des développements inquiétants. Naval Group, par exemple, a décidé de réintégrer les salariés qui constituaient Naval Énergie dans son giron historique. Est-ce que cela constituerait les prémices d'un abandon des projets hydroliens par le groupe, dont je rappelle l'État reste l'actionnaire majoritaire? Ce serait évidemment une nouvelle occasion ratée de construire une filière industrielle made in Normandie, fort utile à la France pour répondre aux enjeux climatiques. Je pense aussi à la filière éolienne et au monopoly capitalistique, qui d'ailleurs se joue du marketing territorial, avec General Electric qui, après avoir acquis Alstom Énergie, cédé par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie du gouvernement Valls, déclare sa déception à l'écart de ce fleuron pour s'exonérer de quelques engagements pris en matière d'emploi. Et aussi avec Siemens, qui, malgré des profits records, qu'il renonçait à la technologie française pour ses turbines, trahissant de fait les promesses de structuration d'une filière industrielle made in France. Et je saisis cette occasion pour renouveler une demande que nous avions faite il y a quelque temps maintenant, celle de saisir le Césaire afin qu'il produise un rapport sur les capacités énergétiques de la Normandie. Au moment où on nous annonce de probables coupures de courant durant le prochain hiver, après d'ailleurs avoir frôlé le blackout à quelques milliers de mégawatts près l'hiver dernier, une région qui figure parmi les premières productrices d'énergie électrique notamment, mais qui voit ses capacités diminuer, doit se soucier, nous semble-t-il, de ces questions. Pour conclure, Monsieur le Président, vous avez pris des mesures pour que la langue française soit utilisée dans les entreprises et vous avez même conditionné l'attribution de marché à cette exigence. Assurer la sûreté est un véritable enjeu, notamment dans les secteurs industriels à risque, et combattre le recours aux travailleurs détachés est aussi une nécessité à nos yeux. Et nous avons eu l'occasion de dire que pour notre part, nous le combattions jusqu'à exiger l'abrogation de la directive européenne travailleurs détachés. Un pas que pour l'instant vous refusez de franchir. Mais comment être crédible lorsqu'en parallèle, les documents régionaux sont inondés de task force, de démarches pro-business, de clusters et de tant d'autres exemples. J'ai vu un qui m'a fait beaucoup rigoler, le click to call. Pourquoi nous inviter à une conférence intitulée « Les ordonnances Macron, Little Big Bang », conférence donnée, je me permets cette petite parenthèse d'ailleurs, par un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé dans le droit des affaires, les fusions-acquisitions, les opérations boursières, les LBO, les restructurations de groupes, bref, tout ce que les salariés redoutent et combattent, et qui, peut-être êtes-vous au courant, a récemment recruté Jean-François Copé, qui a dû se trouver un complément de ressources le jour où il a découvert que les pains au chocolat valaient un peu plus que 10 ou 15 centimes. Alors, Monsieur le Président, un peu de cohérence, adoptons la clause Molière dans les documents régionaux. Je vous remercie.